parmi les chiffres, vous citez que le poisson est l'aliment de base de 1 homme sur 5 sur la planète, que le poisson se raréfie, et que vous posez la question, est-ce qu'on peut imaginer l'inimaginable, des mers vidées de leurs poissons? Voilà. La question est posée parce qu'elle se pose. Il y a des, vous savez, si demain vous voulez les filmer sur un bateau industriel, vous ne pouvez pas y aller. Personne ne vous donne l'autorisation. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on pêche la pêche industrielle, personne ne veut le voir parce qu'on jette 20 à 30% du poisson, on prend des poissons interdits et surtout, on est en train de vider la mer. Souvent, on pêche avec des gros chaluts qui raclent le fond de la mer. C'est un peu comme si, pour prendre des pommes, vous étiez qu'un bulldozer, quoi. Donc, on ramasse tout. On arrache et aujourd'hui, aller filmer sur un bateau industriel, personne ne vous laisse n'aller dessus, à moins d'aller des caméras cachées, s'engager comme ouvrier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de vider la mer, on le fait tous, on le sait, on continue en disant moi, si j'arrête, l'autre va le faire à côté, donc tout le monde continue. C'est un peu le problème d'aujourd'hui. Et toi, Luc, tu as un truc à dire sur la surpêche? Non, moi je t'écoute, ouais, c'est vrai. Non, mais toi qui es un spécialiste de la mer. Non, c'est terrible parce qu'en même temps, voilà, il y a des milliers de gens qui vivent de la pêche, il y a des pêcheurs, c'est compliqué aussi pour eux, et puis il faut les soutenir et leur proposer d'autres travail et les accompagner. Mais effectivement, il faudrait qu'on puisse laisser respirer la mer, surtout. Il faudrait pendant ne serait-ce que 2-3 ans, la laisser respirer, le temps qu'elle se régénère, que les groupes reviennent, et puis je pense qu'on peut ponctionner une partie, il faut trouver la bonne partie, et sans que ça n'altère l'équilibre, tout simplement, quoi. Donc on peut consommer une partie, il faut juste trouver la bonne et respecter cet équilibre. Voilà. Vous, Yann Arthus Bertrand, depuis toutes les années là, que vous êtes sur le sujet, vous constatez une évolution des mentalités? Sincèrement, pas beaucoup. C'est plus de la bonne conscience que de la conscience, et ça avance très doucement. Je vais raconter une histoire. Moi, en 2000, j'ai voulu changer un peu ma vie. À ce coup, ça m'a pris, tout ce travail m'a un peu transformé. Donc, j'étais, par exemple, chercher une voiture. Donc, j'étais voir tous les constructeurs, Renault, puis comme les gens me connaissaient un petit peu, j'étais reçu souvent par les directeurs de marketing. Et puis, c'est vrai, dans les journaux, on voit des voitures électriques, voitures hydrogène, voitures à gaz. Je dis, je vais essayer d'en acheter une. En fin de compte, d'abord, ces voitures n'existent pas. C'est des prototypes qu'on met dans les journaux, mais quand vous voulez en acheter une, elles n'existent pas. Une voiture électrique aujourd'hui, on vous parle de Bolloré, on vous parle de Dassault. On ne peut pas l'acheter, les voitures. Elle n'est pas encore sur le marché. Donc souvent, j'étais voir les gens et puis alors on m'a dit la voiture hybride, monsieur, ça ne marchera jamais. Je me souviens encore du patron de Renault me disant ça droit dans les yeux, alors qu'on sait le succès des voitures hybrides. Quoi qu'il en soit, là il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté une voiture électrique parce que j'habite à la campagne et pour ma femme, pour faire les courses de tous les jours, pour aller à la gare, pour vélo, j'ai acheté une voiture électrique. Eh bien, Peugeot avait fait une voiture électrique, je crois en 1998, personne ne l'avait acheté. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé les voitures, ils ont broyé les voitures, des voitures neuves. J'en revenais pas. Et là, j'ai récupéré une Kangoo que l'EDF avait rachetée pour bricoler, que j'ai racheté. Et cette voiture, personne ne les avait achetées parce qu'elles avaient une autonomie de 40 km et donc ça ne suffisait pas. Donc les voitures, elles ont été mises à la casse. Quelque part, moi j'ai les moyens d'avoir 2 voitures. Donc j'ai une voiture petite à la campagne pour faire des petits trajets, puis une voiture pour faire des grands trajets. Tout le monde n'a pas les moyens de le faire, mais même les gens ne faisaient pas l'effort. Et je pense que c'est un geste. On fait 40 km, on fait gaffe. Quelquefois c'est compliqué quand on va bouffer chez un copain, mais on la recharge pendant le dîner. Mais au moins, je suis content de faire l'effort. Et les gens ne sont pas prêts de faire un effort. Et je pense que d'avoir la conscience au cœur, c'est faire ces efforts-là et être content de les faire. On s'en fiche, on le fait avec plaisir. Et lorsque vous terminez, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Yann. Non, je trouve, en tout cas, moi j'ai remarqué une vraie prise de conscience. Alors que ça soit un peu maladroit, et on l'est tous, moi le premier, on ne sait pas toujours quoi faire. On a l'impression que quand on ferme son robinet, qu'on trie ses poubelles et qu'on change ses ampoules, on a fait déjà un bon boulot. Sincèrement, oui, c'est vrai. Vous avez déjà fait, si vous avez fait ces 3 choses-là, déjà c'est bien. Je pense que c'est surtout un manque d'information et d'éducation. On parlait du bétail tout à l'heure. Il y a 9 personnes sur 10 qui ne le savent pas. Ils ne savent pas simplement que consommer trop de viande, ça fait vraiment du mal à la planète. Maintenant, tout le monde le sait. Là. Ici. Voilà. Tout le monde le sait, donc maintenant c'est la responsabilité de chacun de le dire autour de vous. Moi je crois beaucoup à ça, je crois que ça va très très vite. Là on est 100, si tout le monde a sa petite conscience écologique, dans quelques mois il y a 1 million de gens qui le savent. Rien qu'avec nous. Hein. Rien qu'avec nous. Donc moi je crois que les gens sont prêts par contre. Sont prêts, mais effectivement on est un peu pâteau parce qu'on
on sait pas toujours comment, quoi. Donc c'est vrai que c'est un film comme le tien est super important parce que ça renforce encore cette conscience. Et puis après, c'est aux gens qui savent de nous guider. Je pense que l'empreinte écologique dont parle Liane, ça c'est très 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 important. Je pense que moi j'attends ça avec beaucoup d'impatience de pouvoir, quand je fais mes courses, de regarder un produit. J'aimerais que ça soit aussi simple que vert, jaune, orange, rouge, noir. Je peux vous dire que je ne suis pas prêt d'acheter ceux qui ont une pastille noire. Hein. Voilà, c'est même plus une question d'argent, je n'achèterai pas ceux qui ont la pastille noire. Voilà, point. Et ça va évidemment obliger tous les constructeurs de tous les produits à se dire « Oh là là, il faut absolument que je sois au moins vert ou jaune, sinon je n'arriverai pas à vendre. » C'est ça qui est génial. Donc l'empreinte écologique, c'est un truc tout simple, mais ça va faire bouger tous les industriels, sûr et certain. Et ça, vous pensez que le consommateur peut arriver à exiger cette empreinte écologique? C'est en route. Hein. C'est une loi qui est en route. Et elle va être aussi simple. On espère juste, on pousse un peu pour ça, on espère qu'elle soit aussi simple que ça. Parce que sinon, si on vous dit 24 grammes de mètre carré cube divisé par 4, on ne va pas s'en sortir. Donc j'espère que ça sera vraiment des pastilles super claires et comme ça, on pourra faire nos gestes. Une bouteille d'eau minérale, on estime qu'il y a un quart de liquide en pétrole pour la faire. C'est-à-dire pour pomper l'eau, la filtrer, l'amener ici. L'eau du robinet, on peut la boire très bien, pareil, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un geste très clair à faire. Il n'y a pas très longtemps que je le sais, et dans chaque bouteille, environ la quart du liquide, c'est du pétrole pour le faire. Voilà, ça, c'est un geste tout simple, qui est évident. Bonjour, je m'appelle Steve Gadler et j'ai un double chance dans ma vie. Je fais la voix américaine de Yves et je travaille depuis quelques années avec Yann Arthus-Bertrand. C'est toi qui as fait la voix américaine du film Home, la première voix de la Terre Vue du ciel. Je fais votre voix dans Vue du ciel. D'accord. Et j'ai aussi la chance d'avoir travaillé depuis 5 ans avec Jacques Perrin sur L'Océan, qui va bientôt sortir. Donc je suis un double bonheur. Et le fait est, ayant travaillé pour vous et vu vos films, sans vous rencontrer aujourd'hui, oui, je voulais vous demander, comme vous avez dit au début de cette discussion, que nous avions dans une dizaine d'années, etc., etc. Est-ce que vous ne croyez pas, après ce que j'ai vu depuis 5 ans avec L'Océan et Jacques Perrin et ce que je vois de vos films, vous ne croyez pas que c'est encore beaucoup, beaucoup plus urgent que ça? Voilà, la question est pour tous les deux. Voilà. Parce qu'à force de repousser d'année en année, mais c'est tout de suite qu'il faut qu'on change. Absolument. C'est bien c'est pour ça que. Non, mais si dans 10 ans, on devrait avoir changé, mais on ne va pas changer d'un coup. Non, bien entendu. Il y a un côté utopique d'ailleurs de dire qu'on va changer en 10 ans, mais je crois qu'il faut. C'est tout de suite qu'on doit faire. Absolument. C'est pour étayer vos thèses, en fait, pour avoir vu ce que Jacques Perrin fait et ce que vous faites. Et Luc aussi, voilà. Je voulais vous remercier beaucoup pour ce que vous faites pour nous tous. Le vrai message, c'est dans 10 ans, si on n'a rien fait du tout, voilà, là on est rayé de la carte. Hein. Moi, j'ai appris plein de trucs, parce que j'étais plutôt dans le cinéma, en fait. Mais en fait, la race humaine ou animale s'est déjà éteinte 5 fois dans l'histoire de la Terre. Donc, vous savez, une 6e fois, tout le monde s'en fout. Il n'y en aura pas. Tout le monde s'en fout. Non, mais c'est ça le problème. Sauf que là, c'est nous que ça concerne. Donc, si on n'a pas envie de faire partie de la 6e extinction, ça dépend que de nous. Ouais. Et en même temps, ce qui est génial, c'est qu'on a ce génie humain incroyable. Quand on voit ce qu'on est capable d'inventer, c'est hallucinant. Donc, on a en tout cas la chance on a les méthodes, on peut changer, on a la capacité de le faire. Bien entendu. Voilà, donc il faut juste l'utiliser. C'était l'urgence de la prise de responsabilité qui me semblait énorme, ce que vous avez dit tout à l'heure et cet après-midi, la prise de responsabilité au niveau de chacun. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que moi j'ai un métier de rêve. Bon, je vole autour du monde, mais je prends mon métier avec responsabilité, donc je fais ce que je sais faire. Luc, il est producteur, il ne fait pas beaucoup de films sur l'environnement, il me dit tiens, je vais faire quelque chose. Et vous, chacun peut faire quelque chose. Nous, on a fait avec ce qu'on est. Bon, chacun ici peut faire quelque chose avec ce qu'il est, toujours. Absolument. On ne peut pas forcément faire énorme, mais tout est important et c'est ensemble. D'ailleurs, ensemble, c'est le dernier mot du film. C'est très important que ce n'est pas une élite qui va changer le monde. Ce n'est pas les politiques qui vont le faire, c'est toi. Et ça, c'est très, très important. Et l'histoire de ce film, c'est notre histoire. C'est comme ça que commence le film. On ne raconte pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Non, on raconte la nôtre.
Ouais. Et c'est nous qui allons écrire la fin du film. C'est ça qu'on essaye d'expliquer. Et que j'aimerais qu'on fasse comprendre, c'est qu'on est tous, on doit participer à ça. On le sait tous, il y a une espèce de scepticisme, un peu d'égoïsme. Ce que je disais tout à l'heure, on est partagé, on aimerait bien faire quelque chose, mais mon voisin il fait rien. Mais le voisin fait rien, en faisons. Peut-être que lui, le voisin va faire. On va être un exemple. C'est ça qu'il faut se dire. C'est compliqué.